On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc une nouvelle rubrique qui vient de voir le jour avec ce premier reportage. Nous sommes sur un site qui se nomme Troglodytes et Sarcophages, qui se situe à quelques kilomètres d'Angers. Nous allons être reçus par Didier Chabot, qui actuellement fait une visite à un groupe de visiteurs. Et après, nous allons visiter ensemble ce site rien que pour vous. Donc c'est une nouvelle rubrique que je vais disposer sur ma chaîne, qui n'a rien à voir avec le contenu que j'ai fait auparavant. Nous allons vous proposer régulièrement des lieux qui sont touristiques dans le pays de la Loire. Je vais déjà me concentrer sur cette partie-là, puisqu'il y a à faire. Donc il faut savoir que ce site Troglodytes est assez atypique par chez nous. Et je remercie Didier de m'accueillir sur son site pour le promouvoir, ainsi que son équipe qui n'est pas présente là mais qui était présente cet été. Donc nous allons visiter ce site entièrement de A à Z, sachant que c'est un site que vous pouvez venir pratiquement toute l'année. Je ferai le point avec Didier pour les horaires d'ouverture ainsi que les tarifs. Et ensuite nous finirons dans la boutique, puisque dans la boutique il propose beaucoup de produits locaux. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de proposer tout ça. Donc j'espère que cette nouvelle rubrique va vous plaire, et que ce lieu en particulier aussi. Moi j'ai beaucoup accroché cet été. Je suis venu le voir avec Andy et la famille. Et on a vraiment passé un super moment. C'était très agréable. En plus on est quand même au mois de novembre, mais on a une météo, comme vous pouvez le voir, très agréable. Il y a du soleil, il n'y a pas de vent, il fait un petit 10 degrés, pas de pluie. Donc des conditions idéales pour tourner. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite. Donc ça commence. Donc vous venez visiter aujourd'hui le site Troglodytes et Sarcophages. Est-ce que vous pouvez me donner vos impressions pourquoi vous visitez ce site aujourd'hui? On vient visiter pour l'histoire, pour connaître le passé des gens qui ont travaillé et vécu dans les troglodytes, et pour savoir comment c'est maintenant l'évolution. Voilà. D'accord.
avant jusqu'à maintenant. Et Moi, vous êtes déjà venu, vous m'avez dit. C'est ça. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous avez... Ah, il y a quelques années. Et donc vous venez voir si éventuellement il y a eu des modifications, des pièces de rajouter, des choses comme ça. Oui, des Oui. nouvelles recherches, des nouvelles découvertes. Parce que c'est bien des fois de découvrir de nouvelles choses, nouvelles histoires. Et qu'est-ce que vous aviez retenu de votre dernière visite il y a plusieurs années en arrière? Ah ben, c'était très impressionnant. Moi, Ouais. j'étais très impressionnée. Et c'est très joli, c'est très beau à voir. Oui. Ouais, il faut le voir pour après avoir l'impression, parce qu'une image c'est bien, et quand on visite, c'est mieux. C'est ce que C'est plus j'expliquais justement C'est très à beau. Didier un peu par mail avant de venir ici. Oui. J'expliquais que Ils sont tous différents. Et c'est très beau à voir. c'est pas parce qu'on filme une visite que ça empêche les gens de venir. Au contraire. Oui, De oui, proposer c'est la prouvé. vidéo sur Oui, oui, Internet, c'est ça donne quand même aux Donc, gens... on a envie de voir ce que nous on a vu. Oui, puis des fois, les gens, le troglodyte, ça leur parle pas. C'est vrai que moi, c'est vrai que le troglodyte, avant, ça me parlait pas trop. Parce que vous êtes du coin ou pas du On tout? est de Nantes. Du C'est 44. vrai que- Ah oui, donc c'est quand même un petit peu des... Parce que nous, c'est assez atypique du Ouais, coin c'est de ça, oui. l'Anjou, du 49. Il y en a... Je sais pas si vous avez visité Rochemeunier aussi. Non. C'est un village. C'est un peu le même principe qu'ici, sauf que c'est un village reconstitué. Vous devriez le visiter. Si vous aimez ce type de lieu, vous devriez apprécier aussi Rochemeunier. Hein. C'est à, je crois, un quart d'heure d'ici. D'accord. Donc c'est vraiment très près. Bah, je vous remercie. De rien. Je vous reviens vers vous à la fin de la visite pour votre D'accord. impression sur le petit comeback d'il y a 5 ans, enfin Voilà. 4-5 ans, Oui, plusieurs années. voilà, l'évolution. Oui. D'accord, je vous remercie mesdames. À tout à l'heure. Bonjour, voilà donc Didier, j'ai le plaisir de vous accueillir donc au sein de Troglodytes et Sarcophages, qui est un des lieux les plus anciens creusés dans la région, avec toute une histoire liée à l'histoire de France, hein, depuis le 5e siècle jusqu'à nos jours. Donc moi j'ai eu la chance de tomber amoureux de ce site parce que je m'intéresse depuis très longtemps au patrimoine troglodytique, riche dans la région. Donc j'ai eu l'opportunité de visiter de nombreuses cavités, notamment certaines qui sont fermées au public, jusqu'au jour où je suis arrivé ici. Et voilà, le hasard a fait que l'ancien propriétaire souhaitait changer d'activité, et j'ai donc pu prendre sa suite il y a à peu près 2 ans et demi. Donc j'ai le plaisir de vous inviter et découvrir ce lieu avec toutes ses particularités, notamment tant historiques que techniques, puisque l'homme ici a creusé pendant plusieurs siècles pour aménager, transformer, modifier, réutiliser un espace creusé dans le Falun, donc sous la ville de Douai-la-Fontaine, dans un univers très particulier qui est celui du monde souterrain. En France, il y a donc 10 millions d'années. Tout ce qui est en bleu, c'est l'eau. Voilà, donc la mer, si vous remarquez, était beaucoup plus présente sur les terres d'aujourd'hui. Hein, toute cette partie-là, qu'on pourrait qualifier de plaine, était recouverte d'eau. Et puis, résultat, la Bretagne, une immense île. Voilà, est-ce qu'il y a des Bretons? Oui, vous saviez? Non. Voilà. Voilà comment était votre Bretagne natale. Une île montagneuse, évidemment, très haute. Donc la mer est ici, et surtout ce qui est très important dans l'histoire du Falun, c'est pas seulement l'eau, c'est pas seulement les coquillages, c'est la baie que vous avez ici. Vous voyez cette forme-là, hein, donc un petit peu grossie évidemment sur la carte, c'est la baie de Douai-la-Fontaine. À cette époque-là, elle était très fréquentée. Vous savez pourquoi? Sable fin, cocotier, palmier, soleil tropical, c'était le paradis, paraît-il. Voilà. Pas grand monde, c'est vrai, sur les plages. Il faut bien le considérer. Et alors, là, les marées vont déplacer les sédiments marins, les sales et coquillages, qui vont se retrouver bloqués dans la baie, à la fois parce qu'il y a la baie, mais aussi et surtout parce qu'il y a des courants qui circulent à l'intérieur, des courants extrêmement violents,
qui vont plaquer les sédiments au sol. Et petit à petit, couche par couche, eh bien, les sédiments vont remplir la baie. Voilà. Et ensuite, tout ça c'est compacté, l'eau se retire et on obtient le falin. Alors, je vais faire un petit résumé de plusieurs centaines de milliers d'années. En gros, c'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, évidemment, on connaît le falin et on sait que c'est une bande qui fait à peu près 8 km de long sur 4 km de large. Donc, oui, c'est extrêmement localisé. Je vous disais, le tuffeau d'un côté, le schiste de l'autre, le granit, et au milieu, cette couche de falin très particulière qui a vraiment marqué la ville. Parce que, en fait, toutes les maisons qui sont ici à Douai-la-Fontaine, les maisons anciennes, sont construites en falin. Voilà, en premier lieu, celle-ci. Hein. Voilà, donc tous les murs que vous avez ici, toutes ces maisons, eh bien, sont autant de pierres en moins dans le sous-sol. Donc, sous nos pieds, il y a des cavités partout, partout, partout. La ville s'est construite en longueur, d'est en ouest, en suivant la couche de falin. Donc on va voir que l'homme est arrivé dans la région il y a très longtemps et surtout s'est intéressé au sous-sol pour des raisons quelquefois surprenantes. Donc je vous invite à descendre, je vais juste fermer la porte. Pour comprendre comment l'homme et pourquoi l'homme a creusé ici, dans des conditions très différentes de ce qu'on a ailleurs dans la ville de Douai-la-Fontaine. Cette découverte s'est faite il y a une trentaine d'années, de manière un petit peu faite par hasard. Ce monsieur qui s'appelle Michel Cousin explorait les cavités les unes après les autres dans la région de Douai-la-Fontaine. Alors il connaît tout, c'est comme sa poche. Et il est arrivé ici, surpris en fait de voir cette cour qui n'est pas du tout comparable à ce qu'il a pu voir par ailleurs. On n'est pas dans un aménagement assez commun. Et il va chercher des informations dans des archives et découvrir en fait qu'au XIIe siècle, dans le quartier qui s'appelle Douce, on parlait de la cour de Douce à l'époque, eh bien le seigneur de Douce va s'installer tout près d'ici et faire construire sa seigneurie, sa maison. Le lieu où nous sommes s'appelle réellement la seigneurie de Douce. Et cette maison va être construite en pierre, alors que, au Moyen-Âge, la plupart des maisons sont évidemment en matériaux peu durables. Et la pierre va être extraite ici même. En fait, c'est une carrière de pierre creusée au XIIe siècle. D'où ces murs très rectilignes ici. Il s'avère que quand ils ont creusé, c'est là où je vous invite à une pièce. Et dans cette pièce, il va trouver un autre passage qui va suivre et qui va le mener à une deuxième pièce. Et il va trouver dans cette pièce encore un passage. Et ainsi de suite, de pièce en pièce, de passage en passage, il va découvrir 1 hectare de cavité tout autour de nous. Voilà. C'est surprenant, mais voilà, il y a 1 hectare, un hectare de cavité qu'il a étudié en partie. Et notamment, ce qui est important, c'est que dans une des pièces, il va trouver ce qu'on a ici. Ce sont des silos à grains. Pour les enfants. Silo, ça vous parle? Qu'est-ce que c'est? Voilà, effectivement,
hein, c'est des réserves de grains. Et ces silos à grains sont creusés directement dans la pierre. Grâce aux silos, grâce à des poteries qui ont été datées, hein, on sait que ces aménagements ont été faits au IXe siècle. Donc avant la cour. On y viendra tout à l'heure. Je vous invite à vous tourner et puis vous allez voir de l'autre côté ce mur simplement. À cette époque-là, donc au Moyen-Âge, il y a une population qui va utiliser en fait la cour. Hein, donc le passage principal là-bas n'existait pas. L'entrée devait être ici. Les gens pouvaient descendre par ici et venir finalement s'abriter. Hein, cette cour devient un abri relativement discret de l'extérieur. Hein, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, le papa n'était pas très sûr. Donc c'est pas mal des fois de se cacher. Et les gens vont habiter là, alors dans des conditions très modestes. Hein. Alors, la maison est devant vous. Voilà, ce mur, sans confort. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de chauffage, juste 2 ouvertures en guise de fenêtre et une porte que vous trouvez ici. C'est la taille des jambes de l'époque. Ah oui, bah oui, on a beaucoup grandi depuis. Non, en fait. Quelle chance extraordinaire. Vous vous asseoir les jeunes. Voilà. Tout le monde est bien placé. Voilà. Normalement, on met 30-40 personnes sans trop de problèmes, alors vous devriez tous tenir. Ce qui est important, c'est que les petits soient derrière, les grands devant. Bien, alors ici, je me situe exactement dans ce qu'on appelle une chambre d'extraction. Donc l'endroit parfait hein, qui permet d'expliquer le processus ou la technique utilisée pour fabriquer un sarcophage. Donc le sarcophage, pour les enfants, vous savez ce que c'est? Oui, c'est le truc qu'on entend moi. Le truc, c'est quoi le truc? Bah, le bidule. du rectangle. Ça s'appelle comment? T'as oublié? Non, ça ne sert pas tous les jours, c'est vrai. Un cercueil. Voilà. Donc pour mettre un mort. Donc le sarcophage va être fabriqué dans la pierre de Falun, bien sûr, directement dans la masse. Donc pour le fabriquer, on a besoin d'un outil que voici. Bien. Donc on appelle ça le pic. Donc avec cet outil, parce qu'il est pointu, on va pouvoir assez facilement creuser dans la pierre. Voilà. On va creuser pour donner cette forme. On va creuser évidemment à l'intérieur pour évider le bloc. Puisque le sarcophage est fait de 2 parties. La partie basse dans laquelle on met le corps s'appelle la cuve. Donc là c'est une cuve qui n'est pas évidée. Et par-dessus on met un couvercle. À votre avis ça pèse combien tout ça? Lourd. Lourd, j'allais le dire. J'ai coupé l'air public. Mais à peu près. Ouais, c'est ça. 2 tonnes. Non. 500. Non. 30. Ah non. Non. Entre les deux réponses. Voilà, 1 tonne. Environ 1 tonne. Presque 1000 kilos. Hein. Donc ce n'est pas rien. Ça vous donne une petite idée du travail fourni ici, hein, dans un environnement qui plus est obscur, humide, froid, poussiéreux, j'en passe et des meilleurs. Donc on fait le sarcophage directement dans la pierre, tout au moins
voilà, le découper, ça semble pas très compliqué. Là où ça devient un problème, en tout cas pour l'archéologue, ça a été source de réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut décoller un bloc d'une tonne qui est normalement collé au sol. Voilà. Avec, comme seul outil, ça. Donc, à force de dégager les lieux, il arrive ici, et là, il va trouver la réponse. Parce qu'en fait, vous voyez peut-être en contrebas, ici, la tranchée qui fait le tour du sarcophage, alors c'est un couvercle hein, précisément, cette tranchée elle est nécessaire pour pouvoir manipuler le bloc, et surtout, sur la face avant, il va trouver écrit noir sur blanc, découpé selon les pointillés. Mais voilà, la réponse est toute trouvée, pourquoi se fatiguer? Voilà. Alors c'est presque ça, c'est écrit en braille quand même. Hein. Il y a des trous. Il y a des trous, ces trous, il y en a 6, parfaitement alignés, et on les appelle les emboîtures. Et en fait, il va comprendre que dans chacun des trous, on va mettre un levier pointu, qui permettra d'approfondir le trou, mais aussi, et surtout, de faire effet levier. Donc en exerçant une pression du bas vers le haut, eh bien, on va solliciter la pierre qui va se fendre finalement, mais à l'horizontale. Et ainsi, le bloc est décollé. Alors certes, la théorie c'est une chose, la pratique c'est autre chose. Michel Cousin a expérimenté pour confirmer ces dires. Donc le bloc est décollé. Il va donc falloir maintenant le déplacer pour l'emmener où? Là-bas? Non. Là-bas? Là-bas, c'est-à-dire. Oui. Et puis après. Et après là-haut. Voilà. Le chemin normal, c'est effectivement de gagner la surface. Donc, alors, bah tiens, vous allez venir m'aider. Voilà, vous allez descendre là. Toi, tu vas te mettre ici, au bout. Toi, tu vas te mettre en face de moi. Vous allez mettre les mains dessous. Dessous, oui. Et à 3, on soulève. 1, 2, 3. Allez, allez. On recommence? Ah, non, Non. moi, je veux bien. Tu veux bien? Est-ce qu'ils mangent des épinards? Pas mal, ouais. Pas mal, ouais, je vous disais bien aussi. Hein, voilà. Mais bon, il faut en rajouter un peu plus parce qu'on ne va pas y arriver autrement. Hein. Bon, en tout cas, la force des bras, c'est compliqué. Ça, je pense que vous avez deviné. Donc, ils vont inventer un système ici pour lever un bloc d'une tonne avec des moyens très rudimentaires. La première étape dans leur installation, c'est de creuser des anneaux directement dans la pierre. Vous voyez ici, cet anneau permettra de passer une corde ici et d'accrocher un morceau de bois, un gros morceau de bois posé au sol. Donc on va en avoir un ici. Le deuxième est en face. Le troisième est ici. Et le quatrième est par là. Donc 4 morceaux de bois, un à chaque angle. Et on va pouvoir accrocher à l'horizontale une armature en bois qui fait le tour. Une corde est passée d'un morceau à l'autre. Évidemment, entre les deux, le sarcophage. Et il n'y a plus qu'à tirer. Enfin, hein, voilà, à soulever le bloc. Une tonne à soulever. Petit à petit, le pousser. Avec comme soutien ici une rampe en terre. Hein, donc on peut donc poser régulièrement le bloc. Et gagner ainsi la plateforme qui est là. Alors la sortie, c'est le puits qui est là-bas. Alors les enfants, vous allez rester là? Parce que vous allez remonter par l'échelle maintenant. Hein. C'est tentant de passer par là, mais malheureusement, c'est pas très facile. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous allez pouvoir vous rapprocher du puits là-bas Oui. et voir comment les conditions de travail, puisque il y a maintenant quelques mètres à franchir. Hein. Donc au-dessus du puits, un chevalet en bois, équipé d'une poulie sans doute, et on va donc hisser les sarcophages les uns après les autres par ce chemin-là. Alors évidemment, il faut savoir que la production s'est étalée sur près de 300 ans, je vous le disais, et l'archéologue estime que cette production a atteint à peu près 25 000 sarcophages. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Hein. D'où toutes ces cavités qui sont autour de nous, hein, qui sont quand même relativement importantes. Alors, les sarcophages, une fois dehors, il faut les emmener vers un destinataire. Il est certain que l'utilisateur final n'est pas celui qui achète en sortie de cave. Hein, il y a certainement un cheminement commercial entre la cave et la zone d'utilisation, d'autant plus qu'on a retrouvé des sarcophages utilisés jusqu'en Bretagne et en Normandie. Donc forcément,
il y a des transports qui sont utilisés. Alors le transport le principal, le plus facile en tout cas, c'est la Loire. Et ça, on en est quasiment sûr parce qu'on n'a retrouvé aucun sarcophage, très peu en tout cas, à l'est de Douai-la-Fontaine. Tous ceux qui ont été retrouvés à l'ouest. Parce que, justement, le moyen de transport le plus facile, c'est la Loire. Qu'est-ce qu'on trouvait à l'est? Qu'est-ce qu'ils avaient comme type de sarcophage? Alors, de ce que j'en sais, hein, les sarcophages les plus anciens dans la région de l'ouest sont bien d'ici. Hein, donc, il n'est pas sûr qu'il y en avait d'utilisés vers Tours, par exemple. Hein. À cette époque-là, on parle du 5e siècle, 5e, 6e. Par contre, il y a une carrière de sarcophage dans le Tuffeau. Alors à Panzou, qui n'est pas très loin d'ici, au nord de Chinon, on va dire, entre Chinon et Tours. Et puis il y en a une autre dans le sud de l'Indre-et-Loire. Donc pareil, 9e, 10e. Alors, cette carrière va un jour s'arrêter. Hein, plus de demande, plus de production, et être oubliée. Voilà, elle va disparaître, si je puis dire, dans l'histoire, pour être redécouverte un peu plus tard. Alors, je vous rejoins. Je me place ici parce qu'on est sur un endroit qui est très intéressant, qui permet de comprendre le nouvel usage de ces cavités. Donc je vous rappelle, ces lieux sont oubliés, plus de production de sarcophages, et pourtant, on va retrouver des aménagements, retrouver des creusements, des systèmes de fermeture qui montrent que l'homme s'est intéressé de nouveau à ces cavités. Alors, là aussi, grâce à des archives, on découvre que au IXe siècle, eh bien, il y a des populations qui vont devoir fuir le bord de la Loire, fuir l'arrivée d'un envahisseur qui va remonter la Loire en bateau, j'ai nommé les Vikings. Voilà. Les Vikings sont arrivés jusqu'à ce mur, ouais. Peut-être qu'il y en a parmi nous, du tout, hein. Donc les Vikings sont arrivés jusqu'ici, et donc pas question de les attendre. Donc on sait que ces lieux sont réutilisés comme refuge souterrain. Donc qui dit refuge dit protection. Donc les entrées sont repensées, si je puis dire, et notamment de manière à pouvoir les fermer, à pouvoir les bloquer, empêcher les mythes de descendre. Et là je me situe justement devant une de ces entrées. Vous avez dans ce plafond donc, cette ouverture qui est un accès à une galerie qui traverse le plafond et qui ressort dans le jardin. Ce qui fait qu'on peut donc assez facilement ou descendre discrètement ou ressortir en cas de nécessité. Donc vous voyez, je vais passer par ici. Bien. Je vais remonter par cette galerie, donc faire le tour par la boutique, et donc je reviens ici dans une demi-heure. Peut-être qu'il y aura assez de bandes sur la caméra pour tenir une demi-heure à vide. Je vais rester ici. Et vous voyez, je passe, mais c'est pour montrer que c'est assez étroit. Hein. Et le gros intérêt de ce lieu, c'est cette entrée qu'on peut d'ailleurs surnommer comme étant un système de défense passive. C'est qu'une fois qu'on a enlevé l'échelle, eh bien, le passage est très facile à défendre. Voilà. Si l'ennemi trouve l'entrée à l'extérieur, descend dans le couloir qui est étroit, il va se présenter ici tout seul, effectivement, tout seul. Là, les pieds en avant, il ne sait pas où il arrive. La tête en avant, c'est pas très pratique. Voilà. Et surtout, nous ici, on est très accueillants dans la région. Donc on l'accueille à bras ouverts, le premier Viking. Voilà. Sauf qu'évidemment, on a un cadeau pour lui. Voilà. Donc, imaginez la suite. Ce lieu est quasiment imprenable, en tout cas par ce passage. Voilà. Donc on va voir qu'il y a d'autres entrées plus loin, dont une qui est intéressante aussi.
voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les populations pouvaient rester éventuellement sous terre le temps que l'ennemi passe son chemin. Alors, combien de temps, on ne sait pas, hein, une journée, une semaine, un mois, on n'en sait rien. Éventuellement, devoir affronter le siège, ce qui n'est pas non plus impossible. Faire le siège, vous savez ce que c'est, les enfants? Hein, quand on veut prendre un château fort et que la porte est bien fermée, qu'est-ce qu'on va faire? On peut tirer dessus, on va surtout empêcher les gens de sortir. Alors, je vous rejoins et on va repartir sur la place. Attention seulement, la marche est haute, le plafond est bas. Hein, donc pensez aux deux. C'est par là. Pas trop loin, car on vient par ici des enfants. Si les grands veulent bien se mettre derrière eux, et puis peut-être venez vous tourner hein, dans ce sens-là. Voilà, c'est là qu'on a la meilleure vue. Voilà, alors d'après vous, si vous regardez un petit peu ce lieu, qu'est-ce que alors, ça vous fait penser à quoi ce lieu? Non? Non? Alors, un hôtel, vous pourriez aller à un hôtel... Oui, c'est ça. Voilà, donc on est en fait dans une chapelle. Voilà, chapelle troglodytique. Alors, chapelle qui a été aménagée vraisemblablement par le seigneur des lieux. Hein, je vous rappelle que la cour qui est derrière a été creusée au XIIe siècle pour construire la seigneurie. Et ce seigneur, pour des raisons qui lui sont propres, a aménagé ici cet espace sous forme de lieu de culte. Alors on va trouver quand même des caractéristiques architecturales à droite et à gauche. Hein, donc de chaque côté des arches type roman. Et puis devant, une arche plutôt gothique. Hein, avec les trois niches qui ne sont pas four, hein, on pourrait effectivement le penser. C'est des niches dites trilobées, hein, dans lesquelles on va mettre les objets du culte pour les cérémonies. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce lieu parce qu'il n'a pas été fouillé. Hein, l'archéologue a passé beaucoup de temps sur les sarcophages et très très peu sur le reste. Donc voilà, on espère qu'un jour on pourra prolonger cette étude. J'ai employé deux mots là. Troglodyte. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Sous terre? Creusé dans la falaise. Il y a un peu des deux. Hein. Après, ça fait référence à celui qui habite sous terre. Donc, on va dire celui qui habite dans le trou. Hein, voilà la signification du mot troglodyte. Et sarcophage, est-ce que vous savez? C'est du grec. Hein. Donc, évidemment, on ne va pas utiliser au grec. Donc, il y a deux mots. Il y a sarco et phage. Phage, c'est. Phage, c'est manger. Manger, non? Voilà. Ouais. Et sarco,
Pas d'allusion à quelqu'un, aucun rapport, je tiens à préciser. Hein. Sarco, c'est la chair. Ouais. Voilà, donc c'est la pierre qui mange le corps. En fait. Voilà, exactement. Tout à fait. Sur ces belles paroles, on va quitter le Moyen-Âge. Les enfants, vous pouvez passer par ici si vous voulez. Une fois par jour à partir de 7 heures. C'est l'heure. C'est ça? C'est l'heure? Ah ben, c'est l'heure. Voilà, alors ici, autre espace. Vous voyez qu'on est sur une architecture totalement différente. On est toujours dans un espace de production, mais ce qui a été extrait ici, c'est de la pierre. C'est une carrière de pierre, ni plus ni moins. Carrière de pierre qui a été exploitée courant XVIIIe siècle, à une période où la ville de Douai-la-Fontaine se développe. Elle se développe, il faut de la pierre de construction, donc les gens vont s'atteler à creuser. Et ceux qui ont creusé ces carrières, parce qu'il y a plusieurs types de carrières, plusieurs carrières de ce type-là, eh bien, ce sont des paysans. Leur premier métier, c'est travailler à la terre. Donc, leur premier réflexe, c'est de conserver cette terre agricole. Et plutôt que de creuser une carrière à ciel ouvert, ils vont procéder en deux temps. Première étape, on creuse une tranchée, celle que vous avez au-dessus de la tête. Deuxième étape, ils referment la tranchée avec ses blocs. Et troisième étape, ils referment la tranchée, le tout, ils la recouvrent en fait, avec la terre qui avait été enlevée précédemment. Donc de l'extérieur, vous avez un terrain plat, absolument cultivable, partout. C'est solide, hein, voilà. En tout cas à l'époque, ça résistait au poids d'un bœuf, une charrue. Et donc finalement, ces gens-là vont avoir deux métiers. Alors, une partie de l'année, ils vont travailler leur terre donc au-dessus des cavités. Et quand l'hiver arrive, ils changent d'outil, ils vont prendre le pic, descendre ici, par le passage comme celui qu'on a au-dessus, avec une échelle. Et progressivement, ils vont creuser évidemment vers le bas, mais surtout en élargissant progressivement la cavité, hein, de manière à conforter le plafond. Bien évidemment, ces blocs ne doivent pas tomber. Donc ils vont creuser normalement jusqu'à atteindre l'eau, la nappe phréatique, qui est ici encore 10 mètres plus bas. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a creusé beaucoup moins? C'est qu'il y a une raison assez simple, c'est que en creusant, ils sont arrivés sur des galeries déjà creusées. Celles qu'on a abandonnées jusqu'à présent, hein, les carrières de sarcophages ou les structures à refuge se prolongeaient jusqu'ici, donc moins de pierres à extraire, moins de travail, donc moins d'intérêt. Ils sont contentés de prendre la pierre pour leur propre maison et terminer. Au final, hein, la voûte, la forme de la cave que vous avez ici, font qu'on appelle ces lieux les caves cathédrales, puisqu'on a un peu l'impression d'avoir une voûte d'église. Le lieu va encore une fois être abandonné, plus besoin de pierre, et on va voir qu'il va servir pour un nouvel usage, si vous voulez bien le suivre. Alors, je pense que vous avez tous deviné, il y a quelques indices qui le montrent. Voilà, là on est au XXe siècle, début XXe, c'est l'époque où le vignoble dans la région se développe. Donc qui dit production dit stockage. Donc les vignerons, c'est pas un cas unique, vont trouver un double intérêt à utiliser les caves creusées par leurs ancêtres. Premier intérêt, la température, donc des conditions parfaites pour la conservation. Deuxième intérêt, l'espace disponible, pas besoin de construire.
Donc nous, on a conservé ici le pressoir du Père Léon. Ce pressoir dit à cliquet. Donc c'est ce manche-là que vous avez qui permet d'actionner un mécanisme avec un simple va-et-vient qui permet de descendre et de remonter la presse. Ce pressoir, il faut l'alimenter. Alors, d'après vous, par où arrive le raisin? Par en haut, vous avez entièrement raison, mais pas par là. Ces blocs, il ne faut pas y toucher. Oui, oui, tout à fait. Là, vous avez une cheminée qui a été recreusée. Cette cheminée, on l'appelle la gîte de pressoir. C'est le nom local. Donc, ce n'est pas un cas unique. Il y a beaucoup de vignerons qui ont fait ce genre d'installation. Dans les villes, souvent, on voit le soupirail qui permet d'alimenter la cave en charbon, enfin, à l'époque. Chez nous, ce n'est pas du charbon, c'est du raisin qu'on envoie en bas. Donc, par ce passage, le raisin va descendre, on charge le pressoir, on actionne le manche, le jus sort entre les planches, descend ici, et il ressort dans ce réservoir, on va dire intermédiaire, réservoir de décantation. Vous avez ici ce réservoir qu'on appelle enchère. On va laisser le jus de raisin quelques temps, puis ensuite on va le basculer dans les fûts pour la fermentation. Puis après, c'est les bouteilles. Je ne sais pas si vous remarquez d'où vous êtes, mais la pierre utilisée là n'est pas. C'est pas du falin, c'est pas la même. C'est du tuffeau. Pourquoi? C'est des monteurs comme ça. Alors c'est pas lié à ça. Voilà, c'est la porosité. C'est qu'en fait le falin est très poreux et donc il aurait absorbé la récolte, le jus de raisin. Ça aurait été un peu dommage. Ah oui, c'est mieux ailleurs. Alors vous avez remarqué derrière ce trou. Personne n'a osé sauter dedans? Non. Bon, il n'est pas très profond, hein, il fait seulement 1 mètre. En fait, c'est un silo à grains. Voilà, c'est un silo qui a été creusé par l'archéologue pour retrouver la technique de creusement. Tout simplement. C'est pas très profond. Mais attention quand même. On continue. Et puis ici, il va pratiquer pour confirmer la théorie. Donc première chose, confirmer. Alors je suis désolé, le manche est un peu abîmé. Voilà, c'est que évidemment on creuse dans le falin. Et quand on creuse dans le falin, voilà ce qui se produit. C'est qu'il s'effrite. Voilà, le falin est donc extrêmement friable. Ce qui explique pourquoi c'est assez facile de fabriquer un sarcophage. Le temps de production pour réaliser un sarcophage est d'environ 24 heures. Donc c'est assez rapide. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer commande pour un sarcophage. Moi j'ai un délai plus long, 72 heures. Vous m'excuserez. Par contre, on a un accord avec la Poste. Livraison chez vous en 48 heures. L'un dans l'autre, ça devrait coller. Ici, les fameuses emboîtures. Vous voyez, voilà, c'est là qu'on mettait nos leviers pour faire pression. Le bloc est ainsi décollé. Étape suivante, le levage. Alors ici, vous remarquez qu'on a un système un peu plus perfectionné puisqu'il y a des poulies. Bon, ça, c'est les lieux qui font qu'ils ont dû s'adapter. Et puis enfin, dernière étape, fabrication du sarcophage. Donc vous avez ici, moi ce que j'appelle le vrai faux sarcophage. Voilà, vrai par la matière. C'est bien du falin, mais il a été fait il y a 20 et quelques années par l'archéologue. Donc il est tout à fait conforme au modèle de l'époque. Modèle qui plus est réalisé qu'un standard. Il y a un modèle unique. Donc ça veut dire que quand on fabrique le sarcophage, on ne sait pas évidemment qui va être enterré à l'intérieur. Donc à l'extérieur du sarcophage, on a à peu près 2 mètres de long.
Et au cœur, hein, dans la partie évidée, on a à peu près 1,70 m. Donc, même si les gens étaient plus petits à l'époque, forcément, il y avait des grands. Donc forcément, il fallait les aider à rentrer. Voilà, on déboîtait les tibias en général, on cassait les clavicules. On se met les dents. On les mettait sur le côté. Alors en général, c'est sur le dos. C'est sur le dos. Il y a eu quelques exemples de squelettes retrouvés sur le ventre, mais c'est assez exceptionnel. J'ai même lu, alors c'est pas forcément dans le Falun, qu'ils ont fabriqué un sarcophage, utilisé un sarcophage en creusant 2 trous de chaque côté pour passer les bras. Il était enterré les bras en croix. C'est surprenant, hein. C'est pas le cas ici. Mais... Toute la population pouvait bénéficier de ces sarcophages. Non. Ça devait coûter Oui. assez cher. Oui, c'était réservé aux populations aisées, bien évidemment. Il y a un archéologue qui me disait qu'il estime que le prix du sarcophage doublait tous les 15 km. Donc, imaginons un sarcophage sorti à 100 € ici à Douai, arrivait quasiment à 400 € à Angers. Voilà. Et puis donc, on mettait un couvercle par-dessus, bien sûr, hein, couvercle que vous avez derrière vous. Là-bas. Voilà, sarcophage mérovingien en Falun. On se retrouve à la fin de votre visite. Je vous laisse nous donner vos impressions sur cette visite, sur ce que vous aviez visité il y a quelques années, et puis là aujourd'hui. C'est bien de revenir après quelques années parce qu'on on se remémore des choses et puis on a peut-être des choses qu'on n'avait pas vues pareil, qu'on voit différemment. Je me rappelais du poulailler. Il y avait aussi des cochons, je pense, parce qu'on avait vu une seule cochon. Mais si, c'est bien de revoir la maison. Là, Là, la c'était une maison, maison là la d'habitation. chapelle, c'est ça. Non, là, il y avait une maison. Ouais. Voilà. Et la chapelle, tout ça, oui, je me souviens, c'est beau à voir et c'est toujours aussi impressionnant. Puis on Moi, a j'ai toujours- une belle météo. Oui, en plus, un beau temps. Mm. Parce que bon, ça allait, la température, c'était bien. Hein, C'est meilleur dedans que. Oui, c'est ça. Oui, j'avais vu qu'il faisait plus chaud dedans. Mais non, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et puis en famille, comme il a dit, il y a des enfants qui viennent, mais c'est bien parce qu'il y avait des jeunes aussi. Et bien qu'ils apprennent l'histoire du passé et comment ça évolue aussi. Comment même, ça a évolué. Parce que c'est impressionnant pour les sarcophages, comment on se rend compte des conditions de travail. qui étaient très dures. Mm. Et comment ils devaient aussi penser et quand même réfléchir et trouver des solutions qui étaient ingénieuses pour l'époque. quoi. Ouais. Ouais, ça, parce c'est que vraiment c'est possible. même si c'est une pierre qui se travaille quand même, j'ai envie de dire facilement, puisqu'on peut la gratter, ça se gratte Ouais, c'est bien. ça, mais Oui. Pour la bouger, c'est surtout Ouais, ça, quoi. et les gros blocs. C'est lourd. Et quand vous dites qu'on peut visiter en famille, moi c'est vrai que je suis venu avec des enfants de 7 à 77 ans cet été. Il y avait même un ami allemand qui parle pas très très bien français, mais il a tout compris. Il a vraiment tout compris sur l'histoire des sarcophages ici. Non, Donc vous allez faire la Roche-Meunier maintenant. Ah oui, oui. on a fait, je crois, le village. Hein. On a fait un Je crois village. qu'on avait fait un village, mais il y a tellement longtemps qu'on ne se rappelait plus du nom, parce que des fois, Oui, ici, puis. quand on est revenu ici, c'est là qu'on s'est rappelé qu'on avait déjà fait. Hmm. Oui, Puis on s'est rappelé tout à l'heure qu'on avait fait déjà un village comme ça, où il y avait des maisons, oui. et qu'on avait vu les conditions, et puis le sol, c'est pas comme maintenant. Ouais, c'est. Le bah, confort, Parce qu'il y a un endroit où il y a, qu'on avait visité, c'est un jeune qui avait repris ça avec sa femme. Il était aménagé la maison pour eux, mais il avait gardé la maison d'un monsieur qui était décédé pas longtemps avant. Il a gardé tel que c'était, et ça, je trouvais que c'était bien. Tous les meubles, tout, comment il vivait, le monsieur. Bah, Et je il a trouve dit que qu'il voulait que les c'est gens justement voient. en fait c'est une nouvelle rubrique que je vais lancer sur internet qui va s'appeler Vestiges des mémoires.
Et c'est pour ça que je cherche ce type de lieu, Oui. puisque c'est des vestiges d'antan, Ah oui. donc des mémoires. Et c'est vrai que s'il n'y a pas des lieux comme ça qui va présenter le mobilier, la façon de vivre, Oui, c'est ça. Oui. ça va disparaître. C'est Ah bien oui. de nous rappeler comment les gens vivaient, que Mm. finalement on n'a pas besoin de se plaindre de tout le confort qu'on a. Non, c'est Et vrai. comment Non, ils c'est se vrai. protégeaient aussi quand ils étaient attaqués aussi, parce que là, Avec là, l'histoire des la moines. façon de fermer les portes, Mm. avec ce qu'ils avaient. Hein. Donc vous regrettez pas votre visite. Ah non, non. Vous reviendrez. Bah C'était oui, très bien. j'aime bien des choses Non. atypiques comme ça. Et Mm. même il y a des gens qui en ont fait aussi des lieux qui habitent et même qui en ont fait des maisons d'autres ou autres. Ah Et oui, c'est oui. bien, c'est Oui. sympa parce que du coup, les gens peuvent vraiment À voir. partir du moment, enfin moi je suis un peu là-dessus, c'est après chacun son avis, à partir du moment que c'est pour du tourisme, maison d'hôte comme vous dites, le lieu continue de vivre finalement. Oui, C'est ça. bien. Donc peu Ça. importe Puis comment on peut être c'est... surpris dans le bon sens, parce comme moi, c'est vrai que j'ai jamais été, on peut se dire il va faire froid dedans ou autre, Mm. vu que ça va être sombre, mais non, en fait, c'est des idées reçues qu'on a. Et en fait, c'est... Bah là je vais filmer quand même en version Oui, là, c'est nocturne ça. parce que j'ai vu avec le grain de ma caméra quand je vous ai suivi que il y a des endroits c'est pas très bien. Oui. Et je me dis que du coup c'est pas plus mal parce que ça va donner aux gens de venir encore plus voir les vraies couleurs, Voilà. les vrais Oui. reliefs, Oui. parce que Ah oui. la vision nocturne, vous savez, c'est un peu vert, quoi. C'est Oui, c'est pas. voilà, c'est pas comme là, vous voyez pas toutes les couleurs que vous Non. voyez. C'est vrai qu'il Chaque faut vraiment endroit, venir pour voir, pour vraiment se rendre compte, parce que c'est vrai Oui. que voir sur une vidéo c'est bien, Mm. mais voir sur place on se rend mieux compte vraiment des conditions. Bah, c'est pour ça que je m'intéresse De la aussi réalité. aux lieux comme ça qui sont quand même, je trouve, d'une richesse importante pour Oui. Ah, c'est par ça. chez nous Oui. et qui méritent d'être connus, quoi. Autant Ah qu'un oui. château, autant que Oui. c'est le prix est abordable. Je veux dire, moi quand je Oui. suis venu en groupe, on était quand même 9. On n'a pas payé si cher que ça, quoi. C'est autorisé aux chiens, donc c'est bien. Oui. Ça, c'est important Oui. de le dire aussi, oui, parce Ouais, que c'est ça. c'est vrai que ça peut être sympa l'été, laisser le chien dans la voiture. Voilà, Oui. vous pouvez l'emmener, il promène, il gambade. Oui. Mm. Non, c'est. Bon, bah super. Bah, je vous remercie pour votre témoignage. De rien. Je vais vous demander un petit papier de signature avant de Ouais. partir, puis Oui. après je vous laisse tranquille. D'accord. Merci beaucoup.